À partir de quel âge on est âgé? Ça, c'est une bonne question. D'après l'OMS, c'est 65 ans, mais bon, c'est peut-être un peu sévère quand même. Donc moi, je suis Martin Moussion, je suis psychiatre au service de psychiatrie de l'adulte âgé au sein du pôle 16e arrondissement. Donc on m'a confié le soin de vous parler de la dépression de l'adulte âgé. Donc, à partir de quel âge, je ne sais pas, c'est plutôt finalement les enjeux et le contexte qui vont définir ces formes de dépression. Alors, comme vous le disiez en introduction, la dépression, c'est un phénomène grave qui tue, un phénomène fréquent. Chez les plus de 65 ans, on estime qu'il y a à peu près 3,1% de la population qui présente des symptômes dépressifs significatifs. Et puis, lorsqu'on a atteint l'âge âgé, finalement, on arrive à une prévalence vie entière de plus de 20%, ce qui était dit au début du séminaire, mais on arrive même à 26,5%. Et c'est encore pire dans la population institutionnalisée, où là, c'est presque la règle, finalement, d'avoir des symptômes dépressifs significatifs. Il y a à peu près 36% des résidents de structures d'hébergement type EHPAD qui présentent des signes de dépression majeure. Et dans cette population d'EHPAD, il y a à peu près 42% de troubles neurocognitifs. La dépression chez l'adulte âgé, ça tue, autant que chez le bébé, par exemple. Les risques principaux, c'est que chez l'adulte âgé, la dépression aggrave à peu près tout le reste. Ça aggrave toutes les pathologies somatiques possibles pour tout un tas de raisons. L'évolution naturelle de la maladie, la prise en charge qui n'est plus ce qu'elle fut. Et puis, la population âgée présente un risque suicidaire élevé, dans le sens où ils ne vont pas nécessairement avoir beaucoup plus de tentatives de suicide qu'une population plus jeune. En revanche, les tentatives de suicide aboutissent beaucoup plus, pour tout un tas de raisons, parce qu'on est chez une population fragile, donc une intoxication médicamenteuse, forcément, ça a des conséquences beaucoup plus sévères que chez l'adulte jeune. Et puis, ce qu'on constate aussi, notamment chez les personnes âgées, les hommes âgés, c'est que la violence du geste est plus souvent au rendez-vous que chez l'adulte plus jeune, aboutissant à un suicide accompli plus fréquemment. Un autre point, c'est que les troubles cognitifs, notamment les troubles exécutifs, accentuent très fortement le risque de suicide, ce qui d'ailleurs amène une certaine réflexion vis-à-vis de qu'est-ce que c'est le suicide, puisque quand on a plus de mal à prendre des décisions, parce que c'est en gros ça les troubles exécutifs, eh bien on a beaucoup plus recours au suicide que lorsque on a ces capacités complètes pour prendre des décisions. Chez l'adulte âgé, la difficulté dans la dépression, c'est que les intrications sont la règle et on a tout un tas de facteurs qui s'entretiennent les uns les autres et qui sont assez spécifiques à cette population. Donc, il y a les troubles psychiques, la dépression, l'anxiété, les troubles délirants, mais aussi on est face à une population qui peut commencer à présenter des troubles cognitifs, alors des troubles cognitifs légers, mais aussi des troubles neurocognitifs bien constitués, Alzheimer, les démences vasculaires notamment, qui sont extrêmement pourvoyeuses de dépression, ainsi que la maladie à corps de Lévy, par exemple, où la dépression, c'est quasiment un symptôme de la maladie. Des facteurs environnementaux assez spécifiques aussi à cette population, le veuvage, le deuil, qui sont assez fréquents. Je ne compte pas le nombre de personnes qui viennent me voir en consultation et qui me disent « c'est simple, tous mes amis sont morts », ce qui conduit à un certain isolement social. Et puis l'entrée en institution, qui est aussi un moment charnière dans le parcours des personnes âgées et qui est un moment extrêmement délicat dont les institutions sont parfaitement au fait, avec ce risque suicidaire qui est majeur lorsqu'on arrive dans l'institution. Des pathologies somatiques, alors là il y a tout ce que vous voulez. On fait très attention notamment aux syndromes douloureux chroniques qui eux aussi alimentent largement les affects dépressifs. Les déficits sensoriels qui sont une problématique vraiment très compliquée parce qu'il est difficile d'y remédier, on cherche à le faire autant que possible, mais qui vont clairement alimenter tout le reste. Je pense notamment à l'hypoacousie qui alimente l'isolement social, mais qui peut aussi susciter des petites idées délirantes parce que finalement, quand on entend moins bien, on imagine assez rapidement qu'on est en train de parler, nous,
ou dire des choses désagréables. Et puis l'altération de l'acuité visuelle, qui est un problème très important, puisque finalement c'est cette perte sensorielle-là, la vue, qui est la plus pourvoyeuse de suicide parmi toutes les pertes sensorielles qui existent. Et enfin, un point important que j'ai rajouté au dernier moment, mais je suis content parce qu'on dit un peu tous la même chose en intervenant, c'est la question des psychotraumatismes. Ce qui est très intéressant, c'est que nos personnes âgées commencent à entendre parler de MeToo et commencent aussi à dire qu'elles ont pu être victimes d'abus sexuels ou qu'il y a eu des secrets de famille, des choses comme ça. Et on y a rarement accès aux premiers entretiens. Néanmoins, c'est des choses qui émergent assez rapidement et qui sont souvent intéressantes à travailler parce qu'elles se retentissent de manière très importante dans la symptomatologie. Donc des intrications très importantes dans notre population. Et puis, dans la population âgée, il y a des effets de cascade où la dépression, ça a tout un tas de conséquences bien en dehors des simples aspects psychiques. Donc, ce que je vous disais, être déprimé, ça augmente la mortalité de toutes les maladies, quasiment. Et puis, ça aggrave aussi les troubles cognitifs. Quand une personne âgée se met à moins bien fonctionner sur le plan cognitif, forcément, elle perd en autonomie. Les aidants s'épuisent. La personne finit hospitalisée. Et à force d'hospitalisation et de SAU qui nous appellent très en colère parce qu'ils voient passer la personne 3 fois en 3 mois, eh bien, l'institutionnalisation se profile. Et finalement, quand les aidants sont épuisés, quand les personnes sont institutionnalisées, là aussi, la dépression se manifeste de nouveau. Et on est face à cette boucle de rétroaction, mais une rétroaction positive où finalement, les conséquences alimentent les causes. Chez l'adulte âgé, alors là aussi, c'est comme chez le bébé, comme chez l'enfant, comme chez l'ado, il y a des formes cliniques spécifiques qui ressemblent un petit peu, puisque finalement, ce n'est pas nécessairement les symptômes positifs, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont présents. Les personnes âgées expriment assez peu, finalement, une tristesse d'elles-mêmes ou une douleur morale, et ça va plutôt être des conduites de retrait qui vont être observées chez les personnes âgées, un désinvestissement des activités habituelles, ou un isolement social plus marqué. Et puis ce qui existe aussi, c'est que quelques formes cliniques assez spécifiques de l'adulte âgé et qui doivent être considérées comme des dépressions plus qu'autre chose, notamment les formes somatiques qui sont extrêmement fréquentes, qui parfois aboutissent à beaucoup d'exploration. Je pense notamment aux troubles gastro-intestinaux qui sont absolument classiques dans notre population, avec des personnes par exemple qui présentent une glossodynie, une douleur de la langue ou de la bouche. C'est une forme vraiment très fréquente de dépression. Des personnes qui ont eu beaucoup d'exploration, ils peuvent avoir eu des biopsies des glandes salivaires, des endoscopies dans tous les sens, etc., qui reviennent toutes négatives, qui arrivent chez nous en désespoir de cause en disant prétendument je n'ai rien, mais en réalité je souffre énormément. Donc ça va être reconnu comme une forme de dépression. Les douleurs ostéo-articulaires aussi, qui sont assez classiques, bien que souvent plus volontiers sous-tendues par un substrat anatomique. Une autre forme, la forme hostile, qui ressemble à la forme qu'on rencontre chez les ados, où ce n'est pas forcément la tristesse ou l'anxiété qui est présente, mais plutôt l'irritabilité, la colère, une susceptibilité accrue de nos patients, jusqu'à même parler du vieillard caractériel qui embête tout le monde. Et finalement, c'est une altération récente du comportement qui va nous guider vers ce diagnostic de dépression. Des formes plutôt anxieuses, autrement, caractérisées soit par une inhibition importante, soit par une agitation anxieuse, brouillonne, improductive, avec beaucoup de rumination. Et une caractéristique de cette forme clinique de dépression anxieuse, c'est les manifestations confusionnelles qui se manifestent, qui se présentent assez volontiers dans la dépression anxieuse. Quatrième point, la dépression délirante, où là c'est plutôt des idées de ruine, de jalousie, de préjudice. La dépression délirante, c'est essentiellement des mécanismes interprétatifs ou imaginatifs.
En gros, il est rare chez la personne âgée que des signes hallucinatoires débutent, et lorsque des signes hallucinatoires sont présents, il faut soit s'orienter vers des troubles sensoriels, c'est vraiment la cause principale des hallucinations, ou alors plutôt une maladie neurologique, une maladie neurodégénérative. C'est rare de commencer une schizophrénie à 70 ans passés. Et dernier point, pour faire le lien avec la la pseudodémence, qui est une forme assez spécifique de dépression de l'adulte âgé, avec des signes cognitifs au premier plan, et finalement, ce sera de manière rétrospective, après l'introduction d'un traitement antidépresseur, par exemple, bien conduit, qu'on va observer une récupération cognitive de ces personnes, avec parfois même un retour à l'état antérieur. L'ennui de la dépression pseudo-démentielle, c'est qu'en vérité, elle est d'assez mauvais pronostic cognitif. Au bout de 2 ans, il y a à peu près 50% des personnes qui ont été concernées par cette forme clinique de dépression qui présentent des signes de démence constitués. Donc ça fait le lien avec finalement le diagnostic différentiel principal de la dépression chez l'adulte âgé. C'est les troubles neurocognitifs, les maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Je sors cette diapo quasiment à toutes mes interventions parce qu'elle me paraît très intéressante dans l'abord de la psychiatrie d'adulte âgé, parce qu'on a vraiment toujours en toile de fond la question d'une possible altération cognitive, sachant que ce qui est représenté là sur le graphe, c'est le pic de chaque manifestation comportementale avant et après le diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui est représenté par la ligne en pointillé ici. Et ce que vous voyez, c'est que 2-3 ans avant que le diagnostic de maladie d'Alzheimer soit fait, eh bien, la dépression est à son maximum. Finalement, la dépression, ça anticipe quasiment le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que les personnes commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Elles ne savent pas dire ce que c'est, elles ne peuvent pas identifier, et l'entourage non plus n'identifie pas nécessairement les troubles cognitifs, mais on commence à plus réussir à s'adapter à l'environnement. On n'arrive plus à réaliser certaines choses, on n'arrive plus à planifier, et on est déprimé. C'est un petit peu ce qui était observé aussi chez l'adolescent. C'est un peu le même genre de situation, mais chez l'adulte âgé. Puis après, on a tout un tas de signes qui fourmillent. On note aussi que les idées suicidaires sont très très présentes avant le diagnostic de maladie d'Alzheimer, et plutôt avant qu'après le diagnostic de maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est, dans ces situations-là, de traiter la dépression, parce que c'est toujours important et c'est difficile de faire des évaluations neurologiques très précises lorsque les symptômes sont présents, mais qu'il faut penser à recourir aux consultations mémoire assez volontiers lorsque on procède au suivi des personnes déprimées. Et le suivi des personnes déprimées est difficile, des personnes âgées déprimées est difficile, parce qu'on est tout de suite confronté à des enjeux thérapeutiques complexes. Alors, les personnes âgées, elles aiment bien venir en consultation. Généralement, il faut quand même les traîner au début. C'est plutôt les enfants qui accompagnent leurs parents, parce qu'il y a une certaine réticence à venir nous voir initialement. Mais finalement, elles adhèrent plutôt à l'entretien, elles aiment bien parler d'elles-mêmes. En revanche, pour commencer des médicaments, c'est très compliqué. Tout simplement parce que déjà, quand on vieillit, il y a des modifications pharmacocinétiques qui sont très présentes. On supporte moins les médicaments. Il y a des modifications pharmacodynamiques où un effet des médicaments va aboutir à des complications importantes. Je pense notamment aux effets anticholinergiques des médicaments qui sont absolument redoutables dans notre population âgée. Donc beaucoup plus d'effets indésirables, beaucoup plus d'inobservance liée en partie aux effets indésirables, où les patients, clairement, ils font une cuisine pas possible avec leurs médicaments, ils ne prennent jamais ce qu'on leur prescrit et ils adaptent d'eux-mêmes toutes les posologies. Il faut bien le rechercher en entretien. Et puis, ils sont de toute façon réticents à prendre les médicaments, ils ne sont pas très motivés, ils ont beaucoup de préjugés vis-à-vis des médicaments.
Et l'ennui, c'est qu'on est dans une population où les médicaments sont quand même beaucoup moins efficaces que chez l'adulte jeune, et que cette absence d'efficacité nourrit aussi l'observance. Bon. Puis les personnes âgées sont un petit peu anosognosiques aussi, d'une part du fait de difficultés cognitives, et puis aussi la dépression de l'adulte âgé s'accompagne d'une certaine méconnaissance des troubles. Donc si on doit résumer en quelques mots, la dépression de l'adulte âgé, ça implique beaucoup de niveaux de lecture, comme je vous disais, de faire le point sur l'aspect sensoriel, l'environnement, l'entourage présent, les comorbidités somatiques. Il y a des formes cliniques spécifiques qu'il faut savoir reconnaître et qu'il faut évoquer rapidement, et que c'est quand même un phénomène très associé aux troubles neurocognitifs. L'idée pour le clinicien, c'est que ça implique un travail pluridisciplinaire, où clairement on a besoin aussi d'un réseau. On cherche toujours à éviter les hospitalisations autant qu'elles sont possibles. Non pas qu'on manque nécessairement de lits, parce que chez l'adulte âgé, on a le bénéfice des services de gériatrie qui peuvent nous prendre nos patients assez facilement, surtout si on a mis avec eux. Mais donc ça, c'est quand même l'aspect confortable des choses. Et puis, on arrive toujours à emballer la dépression avec un autre phénomène somatique pour mieux faire accepter nos collègues, nos patients. Ça se passe plutôt bien si on arrive à bien travailler. Il faut impliquer l'entourage familial, les enfants, éventuellement les aides à domicile. Et puis, vis-à-vis de cette population, il faut être très souple et très patient. Il y a beaucoup de croyances reçues, et il faut y aller doucement pour faire accepter les soins. Ça reste un travail difficile, mais un travail très stimulant, et j'encourage toutes les personnes qui pourraient avoir une appétence au travail avec les adultes âgés à venir nous rejoindre ou à développer des initiatives locales. Voilà, je vous remercie.